Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la santé mentale des Algériens. Un sujet délicat et ô combien tabou dans notre société. Le fait de dire à son entourage « je vais voir un psychiatre » pourrait nous stigmatiser à vie. On préfère négliger notre santé mentale plutôt que d'être traité de fou. Ou dans les cas les plus extrêmes, lorsque la famille est dans un déni total, préfère dire mon fils ou ma fille est possédé, ensorcelé, mskouna ou mshoura, que d'oser s'admettre qu'une personne souffre de schizophrénie. Beaucoup de travail reste à faire pour tordre le cou aux idées reçues dans notre société concernant le domaine de la psychiatrie. Car contrairement à ce que l'on peut croire, un psychiatre ne traite pas uniquement les troubles psychotiques, mais également l'anxiété, les troubles psychiques ou encore la dépression. Pour mieux nous parler de ce sujet passionnant qui est la psychiatrie en Algérie, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Nedjaré, médecin psychiatre. Bonjour Monsieur. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai précisé, c'est un sujet très très tabou, mais qui mérite vraiment qu'on en parle. Est-ce que vous pensez que les mentalités ont changé par rapport au domaine de la psychiatrie en Algérie ? Oui, je pense que depuis maintenant quelques années, moi je suis sur le terrain depuis pratiquement une trentaine d'années, je pense avoir le recul pour dire que les choses ont beaucoup changé. Et dans le bon sens. Bon, il reste encore du travail à faire pour, entre guillemets, démocratiser, si je peux me permettre l'expression, la prise en charge psychiatrique, mais les choses ont changé. On voit maintenant des gens venir consulter pour des raisons minimes, pour des raisons d'un quotidien un peu difficile à supporter, pour des difficultés professionnelles, pour des difficultés relationnelles, pour des conjugopathies, pour des problèmes de couple, et puis d'autres qui viennent consulter pour des problèmes plus graves, à savoir ce que vous avez dit tout à l'heure, les maladies psychotiques, les grosses dépressions et les troubles anxieux. D'accord, très bien. Et que soigne un psychiatre exactement ? Alors, le psychiatre soigne tout ce qui est troubles psychiques. D'abord, il y a peut-être des précisions à apporter en termes de ce que c'est que psychiatrique, ce que c'est que psychique, ce qui est mental. Enfin, grosso modo, ça veut dire exactement la même chose. Okay, c'est des appellations différentes. Moi, je passe d'un adjectif à un autre sans aucun souci parce que nous parlons tous de l'appareil psychique qui se trouve au niveau du cerveau. Et cet appareil psychique, ce cerveau-là, peut être touché par des troubles mineurs, des troubles passagers qui peuvent être soignés au bout de 2 semaines, voire quelques mois. Mais il peut aussi être le siège de pathologies chroniques qui prennent un peu plus de temps, avec un impact plus important sur le fonctionnement de l'individu, sur son adaptation à son milieu, et qui fait de la maladie mentale à ce niveau-là une maladie qui pourrait avoir un certain handicap social. Et c'est cet aspect-là qui est un peu stigmatisant, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure dans votre introduction. Donc le psychiatre a une panoplie de troubles à essayer de traiter, qui vont de la petite anxiété à la grosse psychose, si vous voulez, schizophrénique, pour prendre un terme. Voilà. Plus médical, c'est ça ? Oui. C'est un terme médical. C'est un terme médical qui est très mal. Moi, je l'aime pas beaucoup. Ah voilà. Oui, d'accord. Oui, c'est pas. Enfin, s'il y avait des possibilités pour le changer, je pense qu'il faudrait le faire. Il est devenu. Il fait peur maintenant. Il fait peur. Oui. Il fait peur. C'est un terme qui fait peur et c'est comme si vous parlez d'un cancer. Ouh là, d'accord. Oui, on a l'impression que c'est irréversible. Ouais. On connaît un peu mieux maintenant la maladie. On n'a pas encore les moyens pour la soigner de manière radicale, mais on arrive quand même à apporter certains traitements, qu'ils soient chimiques ou psychothérapiques, qui aident beaucoup le malade. Peut-être à condition que ce soit traité dès les débuts. Ah oui, c'est important. Voilà. Dans la précocité de la prise en charge est un élément important, est un facteur déterminant quant au pronostic. Le problème, c'est que souvent, il y a un retard le déni, dans l'entrée dans un circuit médical, entre autres à cause du déni que vous avez tout à l'heure énoncé, mais pas que. Oui, sincèrement, je me doute, parce qu'on entend très souvent
des gens qui, on leur dit, voilà, c'est pas grave, allez, qu'il aille consulter un psychiatre. Ah non, hors de question. Vous l'aidez, et tout. Donc ça mérite vraiment de sensibiliser les parents et la famille. Quand on est dans une position de parent, on comprend cette attitude. Oui, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, il y a chez les parents ce déni, comme vous êtes en train de le dire, qu'on comprend. Et l'aide qu'on doit leur apporter, c'est une aide qui doit aller aussi pour eux. Tout à fait. Voilà. Parce que il faut savoir que, on prend l'exemple d'une maladie comme la schizophrénie. La schizophrénie tombe dans une famille comme un séisme. On s'attend pas, 5 minutes avant, on s'attendait pas à ça. Et puis, voilà qu'on nous annonce qu'il y a de fortes chances que ce jeune adolescent plein d'espoir qui avait comme projet de devenir pilote de ligne ou médecin ou avec beaucoup de rêves dans sa tête. Et pour les parents, c'était une projection aussi, parce que bien souvent, sûr. vous savez très bien que les enfants sont un peu la projection de... La miniature des parents. Voilà, c'est-à-dire on a bien envie que notre enfant fasse médecin, joue très bien au violon, soit une star du football. Tout à voilà. fait. Et donc il y a une espèce de comment dirais-je, de destruction comme ça. Et c'est très difficile pour les parents de faire ce deuil-là. Et c'est pour ça que, pour ne pas arriver à faire le deuil, ils sont dans une position un peu défensive, de dire non, c'est peut-être autre chose. C'est ça, l'arqailo. Oui, ils peuvent même dire que non, ça, ce qu'il présente comme symptôme, ce serait peut-être dû au fait qu'il a rôdé avec des gens dans le quartier, il a pris quelques joints, donc c'est à cause de ça. Oui. Voilà. Oui. Alors que c'est alors que la maladie, et cela, vous devinez, retarde un peu bien sûr, c'est pour ça que je vous ai l'entrée dit... dans un circuit médical. Donc beaucoup de travail est fait dans le sens maintenant en termes d'information sur ça au niveau des parents. C'est un rôle que peut être joué par les médecins scolaires, par les psychologues scolaires, qui peuvent, parce que vous savez, la schizophrénie par exemple, c'est quand même maladie qui commence à la fin de l'adolescence. C'est-à-dire un gosse qui est encore au lycée, voilà, donc il est encore, il peut aussi consulter un médecin scolaire, voilà. Et la particularité aussi de cette maladie, c'est qu'elle commence par des symptômes tout à fait banaux, qui ne font pas d'elle forcément. Et donc on a tendance à négliger, on a tendance à ne pas penser, sauf si le médecin, le psychologue a un peu vigilant, il arrive un peu à avec l'expérience, à se poser la question au moins, dire et si c'était c'était ça. Voilà. D'ailleurs dans notre cursus, quand on forme les médecins, on essaye de leur inculquer cette façon d'être curieux, d'être vigilant, et qu'au pire demander un avis. Très bien. Demander un avis pour être sûr que pour être sûr du diagnostic. Exact. Très bien. Et quelles sont les maladies mentales dont souffrent le plus les Algériens? Alors il y a de tout. Donc et les chiffres sont un peu des chiffres qui ressemblent aux chiffres qu'on retrouve dans d'autres pays dans le monde. Je parlais de la schizophrénie. La schizophrénie touche environ 1 à 1,5 personnes dans le monde. Relativement les mêmes chiffres se retrouvent chez nous. Les troubles bipolaires aussi, une grande maladie qui est aussi handicapante et qui dérange beaucoup le patient, parce qu'elle fait de lui aussi, elle est capable de faire de lui quelqu'un de pas adapté du tout à son milieu, serait aussi de l'ordre de 1,5 à 2. Donc voilà, les troubles anxieux un peu plus. À travers le monde ou en Algérie? Un peu plus en Algérie, Algérie. C'est compréhensible. Mais les troubles anxieux, c'est quand même une pathologie que je qualifierais de pathologie. En tout cas, c'est pas toujours très grave. Mais handicap. Dans les troubles anxieux, on a affaire à des patients qui souvent eux-mêmes viennent demander de l'aide. Ce qui n'est pas le cas dans les deux maladies que je vous ai citées, où le génie même de la maladie fait que la personne ne s'aperçoit pas qu'elle est malade. Ce qui est très bizarre, parce que généralement les êtres humains sont des gens très soucieux de leur état de santé. Donc on a un petit bobo, on court voir le médecin parce que on a une douleur et tout. Voilà que quand ça atteint quand même une partie du cerveau, le patient est privé de cette capacité de se reconnaître malade et donc d'aller de lui-même dans un circuit médical. C'est pour ça qu'on a, encore une fois, on a besoin de la famille aussi, parce qu'elle va être un peu le papa, la maman, le frère, le conjoint, c'est eux qui vont peut-être ramener le patient chez le médecin. Donc je vous disais que les troubles anxieux, c'est quand même des maladies
pas très graves, mais sérieuses à prendre en charge parce qu'elles peuvent être... Ça peut dégénérer vers autre chose. Vous pouvez prendre quelqu'un qui fait de l'agoraphobie, qui peut plus sortir de chez lui. S'il est cadre dans une société, il peut plus aller au travail. C'est handicapant. Voilà, donc il pourra se voir un peu mis à la porte par Bien sûr, parce qu'il n'arrive pas. Sinon, la dépression banale, enfin la dépression qui rentre pas dans les troubles bipolaires, ça aussi on en voit pour mille et une raisons. Et puis particulièrement chez nous, il y a aussi une entité qui est en rapport avec ce que nous avons vécu, à savoir les années de colonisation, la guerre de libération, les années de terrorisme, les catastrophes naturelles, font que l'Algérie est aussi un pays où le psychotrauma est assez fréquent. Et donc, on retrouve pas mal de patients qui souffriraient de cette pathologie, qui est aussi une pathologie qui se cache derrière d'autres troubles. C'est-à-dire que souvent, il faut aller chercher le psychotrauma derrière ce que présenterait le malade. Voilà. Et c'est quelque chose de très handicapant, c'est quelque chose qui peut être à l'origine de passage à l'acte suicidaire. Voilà. C'est quand même un trouble qui est peut-être à l'origine d'un remaniement assez important de la personnalité, donc du fonctionnement du patient. C'est-à-dire il y a un avant et un après. Un après, oui, un avant et un après, et le après, vous le devinez, n'est pas forcément réjouissant. Oui, j'imagine. Voilà, si vous voulez, un peu les grosses pathologies que nous voyons en psychiatrie en Algérie. Et quelle est la différence entre schizophrénie et bipolarité ? Alors, c'est une question très, très actuelle. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs dans le monde qui essayent de voir. Alors, ce sont autant... les bipolaires, ce sont des gens qui, comme le dit le nom de la maladie, passent par deux situations. Parfois, ils sont dans une expansivité, c'est-à-dire qu'ils sont, si euphorique. Vous voulez, heureux, excités, agités, sans qu'il y ait une raison valable. Et parfois, ils sont dans une fatigue, dans une tristesse, dans une espèce de ralentissement, voire carrément une atonie, sans qu'il y ait une raison valable. Ou même s'il y a une raison, elle ne viendrait pas seule expliquer cet état de fait. Voilà. Et donc, les patients passent, si vous voulez, dans une espèce de cyclicité. D'accord. Une fois, il y a beaucoup, une fois, il y a un déficit. Bon, c'est pas réglé d'une manière mathématique. Parfois, il y a que des hauts et pas un bas et tout. Et donc, c'est un trouble de l'humeur, cette capacité que nous avons, nous, à gérer nos états d'âme. La schizophrénie est une maladie un peu différente, où le patient commencerait petit à petit à ne plus construire son monde en relation avec son environnement. Et là, je reviens à la classique définition qui a été donnée par des auteurs illustres dans le siècle passé, et qui commence petit à petit à construire son monde à travers un délire, c'est-à-dire des nouvelles croyances. D'accord, ok. Et le problème, c'est que on a tous le droit d'avoir des croyances, mais de préférence, il faut les partager avec son environnement. Oui. Et donc, à chaque fois qu'on a une croyance qu'on n'arrive pas à partager avec son environnement, il faut se poser la question que peut-être c'est un délire. Oui, il peut commencer à entendre des voix, et il peut commencer à s'isoler. Il peut parfois être très heureux, parfois il peut être triste, mais ce sont des symptômes relativement secondaires. Mais surtout, c'est que le fond de cette maladie, c'est le déficit cognitif. C'est-à-dire petit à petit, avec l'évolution, cette maladie fait perdre au patient ses capacités cognitives. Et quand je dis capacités cognitives, je fais appel à tout ce qui fait de nous des gens adaptés. La mémoire, la concentration, l'attention, la résolution des problèmes. Tout ce qui fait que vous pouvez gérer votre quotidien, vous rappeler de ce que vous devez faire ce soir, votre relationnel, comment vous devez le gérer, gérer sa colère. Voilà. Il y a un déficit global de ces fonctions-là qui font que le patient, petit à petit, commence à ne plus avoir la capacité d'être adapté dans sa société. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue gravité, si je peux me permettre, la schizophrénie serait un peu plus grave que le trouble bipolaire. Mais bon, ça reste relatif. Ça reste relatif. Alors, parfois, ces deux maladies ont la fâcheuse, chez certains patients, de se partager quelques symptômes en commun. D'accord. Ce qui n'arrange pas un peu la problématique diagnostique. Heureusement que sur le plan chimiothérapique, nous avons des médicaments actuellement qui soignent et l'un et l'autre, et donc on est un peu à l'aise. On dit, même si on n'a pas encore une vision claire de qu'est-ce qui pourrait être ce malade, nous pouvons commencer le traitement, et puis après les choses vont s'éclaircir. Voilà, si vous voulez, grosso modo, ce qui serait une schizophrénie, ce qui serait des troubles bipolaires. Et qu'est-ce qui cause les maladies mentales ? Est-ce qu'on
À ce stade-là, à notre stade, en 2019, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les causes? Est-ce que c'est l'hérédité? Est-ce que c'est uniquement les facteurs sociaux? Est-ce que c'est des traumatismes? Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à ça? Il n'y a pas encore une cause bien définie. On aurait aimé. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, on préfère parler de troubles que de maladies. Justement, voilà. Ça c'est ce que j'ai remarqué. Parce que la maladie signifie qu'on a une cause. Trouble, c'est un mal-être, on va dire. Signifie qu'on est en train de chercher la cause, si vous voulez. Très bien. Alors, grosso modo, si vous voulez, pour que la maladie apparaisse et se manifeste plutôt, il faut deux grandes raisons. L'une est endogène, que porte le malade en lui. L'autre est exogène. L'endogène, c'est un certain niveau de fragilité chez la personne. Cette fragilité, elle peut être génétique. Par exemple, je vais vous dire, à titre... si j'ai aucun parent à moi schizophrène dans ma famille, dans les ascendants, j'ai quand même une chance sur 100 d'être schizophrène. D'accord. Voilà. Ce pourcentage augmente si vous avez des parents, pour 10% si vous avez un oncle, et ça va en augmentant. C'est quand même un certain niveau de fragilité. Ajoutez à cela des désordres anatomiques au niveau du cerveau. Ces désordres ont été la résultante d'une grossesse peut-être mal vécue, enfin pour les femmes. Voilà. Il y a même une théorie virale, c'est-à-dire qu'il y a des virus, notamment les virus de la grippe. C'est-à-dire une femme enceinte lors de son premier trimestre, quand l'embryon il est en pleine formation, notamment le cerveau, si elle fait une grippe, elle pourrait éventuellement, ce virus de la grippe pourrait éventuellement rentrer en compétition avec l'ADN même du fœtus et être à l'origine de certaines malformations de certaines régions du cerveau. Donc, le bébé est né avec des tares. C'est-à-dire un appareil, parce que le cerveau, ce qu'on va demander au cerveau toute la vie est un boulot extrêmement important. Tout à fait. Donc, avec un moteur, avec des pièces de moteur... Déjà en rodage. Disons un peu défaillantes. Oui. Voilà. Excusez-moi, il y a aussi le stress que la maman... Voilà, je vous en prie. Alors, cette problématique génétique, cette problématique anatomique, cette problématique biochimique dans le sens où certains neuromédiateurs, c'est des espèces de messagers, c'est eux qui ramènent les messages d'un neurone à un autre et qui font qu'on arrive à accomplir certaines tâches. Eh ben, ils sont aussi défaillants. Quand ils sont défaillants, vous voyez un peu, on est deux, trois ou quatre raisons, si vous voulez. Eh ben, cela constitue une espèce de vulnérabilité chez le patient. En face, il y a le milieu dans lequel il est en train de vivre. Pardon, excusez-moi. Oui. En fait, quand je vous parlais du stress, c'est la maman quand elle est stressée en étant enceinte. Est-ce que l'enfant peut ressentir son stress et peut endommager certaines probablement. Cellules du probablement, cerveau. Bien sûr. Voilà. Dans les facteurs de stress, par exemple, on a retrouvé le tabac chez la femme qui est enceinte, par exemple. On a retrouvé la prise de toxiques. D'accord. La prise de toxiques chez le patient qui devient un peu adolescent et qui commence à prendre toxique. Si en face il y avait des vulnérabilités, ce toxique, ce mariage est parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que quand on arrive à un âge de l'adolescence, il y a des remaniements au niveau de notre cerveau. Notre cerveau se débarrasse d'un nombre important de neurones qu'il a utilisés de 0 à 14, 15 ans, 16 ans. Il y a une espèce de formatage, si vous voulez, entre guillemets. Ouais. Donc, tout un lot ça s'appelle d'ailleurs un élagage neuronal, c'est-à-dire il se débarrasse. Il refoule, il renouvelle le stock. Il renouvelle le stock. Mais cet élagage est une période aussi de vulnérabilité. C'est comme s'il se débarrasse d'un matériel. Oui. Si à ce niveau-là, plus ces espèces de vulnérabilité que j'ai citées, vous ajoutez une prise de toxique chez cet adolescent, ça y est, le compte est bon, il y a de fortes chances que ce patient va faire sa maladie. Donc, pour grosso modo, un facteur endogène et un facteur exogène, c'est les deux conditions pour qu'on puisse voir apparaître les manifestations cliniques d'une maladie schizophrénique ou dépression ou autre chose. Psychiatrique, vous dites psychiatrique. Et est-ce que les femmes et les hommes sont égaux par rapport aux maladies psychiatriques ? Ça dépend. De l'héritage. La schizophrénie touche par exemple de manière égale les hommes et les femmes. D'accord. Mais la différence, elle est dans l'âge de début. On voit plus les garçons manifester leur maladie plus tôt, c'est-à-dire vers 16, 17, 18.
En revanche, on voit les femmes, la schizophrénie apparaît chez les femmes plus tard, 25 ans, 26 ans, voilà. Si vous voulez, voilà un peu, mais ça touche les deux. Hein. Ah oui, ça touche les deux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans la dépression, par exemple, les raisons sont différentes. Par exemple, vous trouverez des dépressions en rapport avec la purpuralité que vous ne trouvez pas tout à fait naturellement chez l'homme. Donc, les raisons peuvent être différentes. Mais ça peut se résumer tout sur le terme de stress. Hein. Oui, voilà. Non, le stress, c'est une catastrophe hein, pour le cerveau. Maintenant qu'on est en train de vraiment découvrir les résultats du... C'est pour ça que autant on se dit il faut se relaxer, il faut faire des séances de relaxation, consulter, en parler, mais autant là je pense que c'est vraiment un fléau du 21e siècle le stress. Oui, parce que nous vivons une époque très stressante. Nous vivons une époque très stressante et l'urbanicité aidant, tout à fait. Nous prenons moins de vacances, nous avons des soucis financiers, nous pensons beaucoup à l'éducation de nos enfants. Voilà, donc ce qui fait que nous sommes assiégés par le stress, si vous voulez. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'il faudrait aussi qu'il y ait un peu de stress. Hein, parce que, il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Il y a une espèce de dosage à trouver, parce tout que à fait, c'est ce qui fait que nous avons le matin envie de faire bien des choses sûr. aussi. Hein. Une certaine adrénaline, un petit peu, qui va nous motiver un petit peu. Exact. Très bien. Et alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de dépression. Oui. Est-ce que, comme c'est un des troubles que vous soignez, je voudrais savoir, est-ce que c'est considéré comme une maladie mentale ? Oui. Ah oui. Je le dis, moi, bien sûr. À condition que le message que nous avons donné tout à l'heure, que le maladie mentale va de quelque chose de bénin, de l'anxiété à quelque chose de très très grave. Oui, bien. Pourquoi pas. D'accord. Ok. C'est une maladie mentale qui a ses raisons et qui peut être soignée le plus normalement du monde. Alors, il faudrait faire la part des choses entre tristesse et dépression. Tout à fait. J'allais vous parler justement des symptômes. Le symptôme le plus important, c'est la tristesse. Vous allez me dire, mais alors, c'est-à-dire que tous les gens qui sont tristes, non, pas du tout. La tristesse est une émotion tout à fait normale que ressent un individu devant une situation qui l'attriste. Mais elle a la particularité d'être elle rentre rapidement dans l'ordre avec le temps et elle n'est pas forcément handicapante. D'accord. C'est-à-dire, on peut porter en soi une tristesse, mais se lever le matin, aller au boulot et tout, puis 3, 4, 5 jours, les choses petit à petit, parce qu'on trouve une raison, comment expliquer les choses, il y a de l'aide de la part de la famille et tout, on arrive à rebondir. Dans la dépression, c'est toujours de la tristesse, mais elle a la particularité d'être intense. C'est-à-dire que le patient n'arrive plus à avoir le même rythme qu'avant. Sur le plan professionnel, familial, il est irritable, il peut se bagarrer avec ses collègues, avec son conjoint et tout. Mais en même temps, elle est aussi, elle dure dans le temps. Elle va au-delà de 15 jours, voire un mois, ce qui fait que... Voilà. Oui. Et là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance palpable chez le patient, dans les proches. Et à ce moment-là, il faut consulter pour voir est-ce qu'il y a nécessité de mettre un traitement ou pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des dépressions qu'on peut traiter sans traitement ? C'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible, mais si on arrive dans le bureau d'un psychiatre, ça veut dire que les choses sont quand même assez intéressantes. Puis il n'y a pas les médicaments sont connus maintenant, la nouvelle génération des antidépresseurs, c'est des médicaments relativement confortables qu'on peut prescrire sans problème. Bien sûr, il y a toujours des précautions à prendre. C'est quand même un médicament, il y a toujours des précautions à prendre, mais dans la grande majorité des cas, les choses se passent bien. Et est-ce que vous pensez que une dépression, un mal-être psychologique, une anxiété, là on parle du malin, tout ce qui est malin dans le domaine de la psychiatrie, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une relation avec nos habitudes de vie, par exemple le manque de sport, une mauvaise alimentation, parce on est en train de vraiment découvrir l'effet négatif du sucre sur nos neurones. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, c'est clair. En tout cas, même si on n'est pas adepte de l'idée que la malbouffe et le manque d'activité, c'est la cause essentielle de la maladie, on adhère à l'idée qu'ils favorisent et ils entretiennent ces troubles-là. D'accord. Voilà.
Donc, il y a quelque temps, j'avais lu un article où c'était marqué et si l'alimentation devenait notre première médecine. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi pas? Oui, non, mais c'est vraiment une idée à creuser parce que effectivement, bien manger au sens qualitatif et quantitatif consisterait à éviter ces aliments toxiques et qui viendraient un peu aussi provoquer, par exemple, maintenant c'est clair, le diabète, notamment le diabète type 2, est une maladie. Ouais, certes, il y a un terrain génétique, mais favorisé par ce surpoids. Qui dit surpoids veut dire que je mange mal et je ne bouge pas. Tout à fait. Et qui dit diabète dit aussi dépression parce que il y a maintenant des preuves scientifiques validées qu'un diabète peut aisément conduire la personne à une dépression et vice-versa. Tout à fait. Donc il y a un lien intime par le biais de l'inflammation aussi, par le biais de l'inflammation qui serait un peu un pan entre les deux, une passerelle entre les deux affections. Donc je reviens à votre question, l'activité sportive et la bonne alimentation seraient, j'anticipe peut-être un peu, deux bons éléments de prévention, de prise en charge et au sens prise en charge, disons curatif, et de prévention aussi de ces troubles-là. D'autant plus que entre le cerveau et l'intestin... Excusez-moi, même dans les maladies graves comme la schizophrénie. Les auteurs insistent maintenant sur l'activité sportive chez le patient souffrant de schizophrénie. Ça l'aide beaucoup. Okay. Il y a un facteur qui s'appelle BDNF, c'est un facteur nutritif du neurone. Et donc il est très important pour le neurone. On a remarqué que l'activité sportive augmenter la synthèse de ce produit-là. Donc le neurone, entre autres, c'est augmenter la synthèse de ce produit. L'activité sportive diminuer tous les facteurs inflammatoires nocifs pour le patient, Parce qu'il faut savoir que le cerveau, quand il tombe malade, il s'inflamme comme le tibia qui reçoit un coup. Voilà. Et donc, et cette inflammation est quelque chose qui vient déranger la prise en charge et qui vient reculer un peu la prise en charge. Donc, à chaque fois qu'il y a un moyen qui peut diminuer tout cela, il est bienvenu. Et le sport constitue un moyen différent. Que ça soit dans la schizophrénie, que ça soit dans la dépression, par exemple. D'accord, ok. Ce sont des études scientifiques qui ont été... Oui, c'est assez qui ont validé tout cela. J'étais persuadée que dans les cas bénins, oui, le sport avait une importance. Pas que, on ne va pas dire à un patient souffrant de schizophrénie, il suffit juste que tu fasses du sport. Oui, bien sûr, c'est un tout, c'est un accompagnement. C'est quelque chose qu'on prescrit. On commence par des choses simples. On demande à ce patient de faire de la marche, de faire 1 heure de marche dans le quartier. Une activité physique. Une bouteille d'eau dans la main. Il se fait accompagner par un copain. Il prétextion de faire des achats ou autre chose. Mais en tout cas, il fait de la marche pendant 1 heure, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ou plus s'il peut. C'est déjà bon. Très bien. Et je voudrais revenir par rapport à la notion d'alimentation, par rapport à la relation entre l'intestin et le cerveau. Oui, c'est quelque chose de très actuel. Oui. On a remarqué que la flore intestinale, les bactéries que nous avons dans notre intestin, qui portent le nom de microbiote, sont, on a retrouvé au sein de cet endroit du corps, des mêmes substances qu'il y avait dans le cerveau, des mêmes neuromédiateurs. Voilà. Et donc, il y a maintenant encore une fois des passerelles entre et on comprend mieux les gens qui disent je souffre d'une colopathie fonctionnelle, un délcolon. Un délcolon. Donc, quand je m'énerve, j'ai mal au colon. Oui. On arrive maintenant à comprendre un peu. Le mystère se dissipe, si je peux me permettre l'expression, pour comprendre un peu mieux. Et il y a des pistes thérapeutiques, c'est encore à l'état d'expérimentation, mais il y a des pistes thérapeutiques pour un peu... Comment faire pour que ce microbiote soit quelque chose de, comment dirais-je, un levain de prise en charge. Et je reviens à l'alimentation, parce que ce qui a fait que le microbiote change, c'est parce que notre alimentation a changé. Tout à fait. Voilà, et que l'alimentation, je vais un peu choquer, mais aussi cette obsession pour l'hygiène aussi. Oui, parce que on a aussi besoin d'être, d'être un tout petit peu sale parce que c'est ce qui va faire à ce que le corps apprenne à se bagarrer avec ses bactéries. Voilà. Si on l'éminise trop, il ne saura pas comment faire dans certaines situations. C'est vrai. Mais effectivement, le microbiote, cette assemblée de bactéries dans le cerveau, dans l'intestin plutôt, serait aussi un espoir.
Très pour bien. des pistes thérapeutiques pour pas mal de maladies psychiatriques comme la dépression et la schizophrénie. Parfait. Maintenant, on a parlé de tout ce qui sont toutes les facteurs sociaux, les biologiques, psychologiques. Mais il y a des gens qui arrivent à avoir une vie stable, qui n'ont pas de traumatisme majeur, mais qu'on appelle, qui sont des petits transporteurs de sérotonine, c'est-à-dire c'est biochimique. C'est-à-dire tout va bien dans leur vie, mais ils sont mal. C'est-à-dire ils souffrent quand même de petites dépressions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cas de figure? Oui, mais ça se résume pas simplement à un problème de sérotonine. D'accord. Voilà, c'est un tout. C'est des gens anxieux. Ils sont plus anxieux que déprimés. Hein. D'accord. C'est ceux qui sont un peu mal à l'aise, qui s'inquiètent de tout, qui n'arrivent pas à se détendre. Oui. C'est plutôt des gens anxieux. Mais l'anxiété à la longue déprime la personne. Parce que l'anxiété veut dire quoi? L'anxiété demande à la personne d'être vigilant. L'anxiété, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos aïeux quand ils étaient obligés d'être vigilants parce que le danger était partout, ils vivaient dehors, des animaux sauvages pouvaient les attaquer. Et certes, on a un peu gardé un peu de ça. On est vigilant. Bon, il y a un peu moins d'animaux sauvages maintenant. Oui, tout à fait. Il y a des êtres humains sauvages, mais moins d'animaux sauvages. Disons. Mais on a gardé un peu cette capacité d'être vigilant. Mais la vigilance, c'est un niveau qui bouffe beaucoup de glucose, qui fatigue, et on a besoin de temps en temps de se reposer. Oui. Mais l'anxieux, il n'a pas droit à se reposer. Mais à la fin, l'épuisement aidant, il va se déprimer. Voilà pourquoi un peu il se déprime. Alors, c'est des gens qui peut-être nécessitent des prises en charge. Elles ne sont pas forcément médicamenteuses, elles seraient plutôt psychothérapiques. D'accord. Okay. Comment on leur apprend? Il y a d'ailleurs verbaliser. Des gestions de stress. Il y a des confrères qui apprennent aux patients à comment gérer son stress. Bon, encore une fois, le meilleur moyen, c'est le sport. Très c'est bien. Clair. Voilà, très bien. Le sport reste, encore une fois, l'activité sportive reste un très bon moyen d'évacuer les toxines et la saturation qui est dans le cerveau. Oui, comment gérer son stress pour être un peu moins vigilant pour le moindre. Travailler un peu ce qui se passe dans notre tête, parce qu'encore une fois, il faut savoir que les gens ont l'impression qu'on est anxieux à cause d'un événement, à cause d'une situation. En fait, non, on est anxieux non pas parce qu'il y a une situation ou un événement, c'est l'idée qu'on se fait de cet événement qui fait de nous des gens. Et l'idée qu'on se fait, c'est des choses qu'on a dans notre tête. Alors, il y a des méthodes qu'on appelle des restructurations cognitives, où on essaie un peu de retravailler ce contenu, mettre le doute dans ce contenu. Qu'est-ce qui fait que tu penses à ça? Et si c'était autre chose? Mettre le doute, c'est... Parce que souvent, on est anxieux parce qu'on est braqué, on se dit, c'est comme ça, c'est dû à ça. Il suffit simplement d'apprendre au patient de mettre à côté de cette idée qui semble être quelque chose de primordial chez lui, ce qu'on appelle, nous, des idées alternatives. Et il commence petit à petit à diluer, ces idées alternatives vont diluer un peu cette idée principale, et il y a un certain équilibre qui va dire, bon, finalement, probablement que j'ai pas raison, et la chose qui me fait peur est irrationnelle. Voilà, il commence un peu à diluer un peu le problème. D'accord, ok, c'est-à-dire, voilà. Il y a la parole, finalement, les petits transporteurs de sérotonine. Alors, ces personnes-là décompenseront de manière plus grave si, à un certain moment, ils ne peuvent plus faire face à un facteur de stress. C'est ça. Parce que c'est une sorte de capacité. Vous pouvez porter 10 kilos, le jour où on vous mettra sur le dos 15 kilos, vous craquez. Ça y est, oui. C'est ça. Mais jusqu'à 10 kilos, ça va. Vous allez peut-être vous plaindre, mais vous portez quand même les 10 kilos. Voilà, c'est supportable. Voilà. Le stress et l'anxiété, on peut aussi les visualiser de cette manière-là. De cette manière. Donc, il faut verbaliser. Est-ce que les psychiatres ne font pas de psychothérapie, je pense? Si. Si. D'accord, ok. Beaucoup de psychiatres font de la psychothérapie. D'accord. Donc, c'est pas forcément l'apanage des psychologues. Non, nous partageons ensemble cet aspect de la prise en charge. Il y a des psychologues qui sont excellents, j'irais même dire que parfois certains psychologues sont encore plus efficaces dans certains. Au fait, c'est une sorte de technique. C'est-à-dire, oui. vous pouvez pas être psychothérapeute dans tout. Oh, bien sûr. Vous choisissez une technique, vous l'apprenez, vous la pratiquez, vous avez du recul. Et puis toute psychothérapie a besoin de supervision, c'est-à-dire quand vous avez vos cas, vous référez à vos
à d'autres pour qu'ils puissent un peu vous donner leur avis et tout. Et donc, à ce moment, après 10, 15 ans, vous devenez un peu, disons, une référence. Mais, et les psychologues et les psychiatres peuvent être psychothérapeutes. Très bien. En fonction de la technique qu'ils apprennent. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rajouter quelques conseils pour bien prendre soin de notre santé mentale? Vous avez parlé de sport, on a parlé d'alimentation. Eh ben, je vais encore insister sur ça, parce Oui, que voilà, il y a l'activité sportive extrêmement importante. C'est un conseil que je donne à moi-même. Hein. Voilà, c'est-à-dire que voilà, une bonne alimentation en termes d'équilibre, en termes de qualité, bonne hygiène du sommeil, bonne hygiène du sommeil, rigoler. Oui. Rigoler le plus possible dans la vie. Tout à fait. Et puis apprendre à relativiser les choses. Voilà, relativiser les choses. Apprendre à lâcher prise. Parfois, ça sert à rien d'être tenace derrière un problème. Peut-être que lâcher prise ne veut pas dire voilà, je suis j'abandonne et tout. Oui. Non, c'est juste prendre un peu de recul pour avoir une vision un peu plus panoramique et ajuster un peu son tir. Voilà, grosso modo, si vous voulez, les grandes lignes. Et puis de la méditation, un petit peu de spiritualité, revenir un peu à la religion, tout à fait. Voilà, des repères. Voilà, des nourritures spirituelles aussi extrêmement important. intéressantes pour notre bien-être mental, psychique, comme vous voulez. Très bien, merci beaucoup, docteur. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Attendez, j'ai oublié oui, je vous en prie. Éviter les toxiques. Bien sûr, voilà, l'alcool, voilà, essayez d'éviter la ça drogue, au maximum parce que c'est pas des gens très copains avec le cerveau. Oui, voilà, je pense aussi. C'est de très mauvais conseillers. D'accord, très très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors moi, je suis professeur Ndjari, je suis chef de service au niveau de l'hôpital de Drit Houssine, chef de service A, parce que je partage cet hôpital avec mon ami et mon collègue, le professeur Asla, à Drit Houssine, donc au niveau de la commune de Kouba, où j'exerce depuis maintenant 2 années. D'accord. Vous êtes prof à l'université aussi? Je suis aussi professeur à l'université de la faculté de médecine d'Alger, où j'enseigne tout ce qui est en rapport avec la psychiatrie. Très bien. Je vous remercie infiniment c'est moi qui vous pour remercie. C'est un sujet très passionnant. C'est le cerveau. On a tendance à croire, mais vous m'avez rassuré parce que là, je sens d'après ce que vous dites que les mentalités sont en train de changer. Oui. Donc c'est très rassurant. Il y a beaucoup de gens qui consultent maintenant par rapport à avant, et surtout les femmes. Très bien, très très. Surtout bien. les femmes. Les femmes consultent pour elles-mêmes et elles accompagnent la personne de la famille qui a besoin de soins. Hein. Et pour des raisons très diverses. Hein. D'accord. Et puis elles s'inquiètent pour la santé de leurs enfants aussi. Ah c'est ça, voilà, c'est le socle de la famille. C'est important. Oui, c'est un acteur primordial de la société. Hein. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre intervention très très enrichissante. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud et sur radio-m.net et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé.